Nous avons M. Bernard Caron, notre vice-président, qui va vous présenter les deux premières diapos, et ensuite ce sera Jean-Louis Ferrarini, qui est conseiller pédagogique, et qui vont vous présenter le déploiement de l'approche par compétences au sein de l'USMB. Retour sur la pratique, sur ce qui a eu lieu, et notamment sur un questionnaire qui a été présent. Je leur laisse la parole. Bien, merci Grégory. Bon, en fait, beaucoup des choses que j'avais à dire ont été dites ce matin, en particulier par Lynn Frangier et puis par Aurélie il y a quelques minutes. Mais comme le thème, c'est l'amélioration continue des formations, je vais quand même positionner un certain nombre de choses, principalement au sein de l'USMB, et c'est des choses qu'on a commencé à mettre en place en licence. Donc l'amélioration continue des formations, vous avez vu tout l'aspect réglementaire qui a été présenté ce matin par Lynn Frangier. On a plein d'obligations. Enfin, en tout cas, à l'USMB, on ne répond pas encore à l'ensemble de ces obligations, mais on est tous en train de travailler pour avancer par rapport à ces obligations. Alors, ça implique 4 phases. La planification des contenus et des modalités pédagogiques, c'est ce qu'on a appelé aussi tout à l'heure l'approche programme, avec la mise en œuvre des enseignements. L'évaluation des formations, on a une grosse politique de mise en place généralisée de l'évaluation des enseignements par les étudiants. Et puis, il y a besoin aussi d'analyser ces évaluations et de mettre en place des modifications éventuelles. C'est ça l'amélioration continue des formations, et le conseil de perfectionnement est évidemment un acteur fort de ces étapes. Et tout à l'heure, on a parlé de l'implication des étudiants. Les étudiants sont normalement présents dans tout ou partie du conseil de perfectionnement, et justement c'est l'occasion lors du conseil de perfectionnement avec les étudiants de revenir sur le référentiel de formation. Donc finalement, les éléments importants, c'est le référentiel de compétences. Ça a été bien expliqué dans les présentations précédentes. C'est une base qui est partagée pour la planification des contenus et des modalités pédagogiques. Et évidemment, ce référentiel n'est pas immuable. J'ai déjà entendu, en tout cas pour les licences, on a fait un gros travail sur le référentiel, bon, c'est fini. Non, c'est juste le début de l'aventure. Je prends les BUT qui ont commencé un petit peu avant nous. Les BUT sont en train de travailler leur référentiel de formation parce qu'ils s'aperçoivent qu'il n'est pas forcément adapté. Alors, il ne faut pas tout changer, bien évidemment, mais il y a besoin de l'adapter. À l'USMB, alors, on n'est pas en bloc de compétences et de connaissances au sens où il y a une compétence pour alors on appelle ça des unités d'apprentissage, mais c'est comme les unités d'enseignement, au sein des licences de l'USMB. Mais ça a été fait. On essaie de travailler en équipe au niveau des UA. Le département Apprendre met en place ce qu'on appelle des fiches UA, où chaque responsable d'UA va décrire le fonctionnement de son UA. Et donc une approche collégiale et des résultats de l'évaluation des enseignements par les étudiants, parce que si on ne fait pas des mesures sur ce qui se passe, eh bien, on ne va pas forcément réagir comme il faut. Souvent, on a des idéaux, et ces idéaux sont éloignés de la réalité. Alors, il y a le E qui est indiqué ici, mais il n'y a pas que le E, ça peut être aussi des enquêtes d'insertion professionnelle, de devenir des étudiants, de poursuite d'études, par exemple. À l'USMB, chaque responsable de licence, on lui fournit un document qui regroupe toutes les enquêtes qui sont faites, non seulement les enquêtes EEE, alors on ne l'a pas encore fait puisqu'on a démarré cette année seulement le déploiement de l'EE. Par contre, on donne des résultats sur le devenir des étudiants, sur l'insertion pro, alors elle est assez faible en licence bien évidemment, ce sont principalement des poursuites d'études, mais où vont les étudiants, dans quel master ils vont. Et puis, évidemment, à l'aide de tous ces éléments, et clairement, c'est le conseil de perfectionnement qui est un acteur très fort, eh bien, c'est de faire évoluer la maquette. Et pour cela, la méthodologie, c'est justement l'approche par compétence. Ce que j'entends souvent, c'est de dire l'approche par compétence est une finalité en soi. Non, c'est une démarche, l'approche par compétence. On aurait d'ailleurs pu utiliser autre chose que l'approche par compétence, mais c'est en train de se généraliser, donc on n'allait pas déployer une nouvelle méthode, mais l'approche par compétence n'est rien qu'une méthodologie.
Et c'est une méthodologie justement pour faire évoluer les formations. Donc l'avantage de cette méthodologie, c'est qu'on va pouvoir avoir une vision vraiment systémique et non pas des discussions qui ne sont pas forcément collégiales et qui ne sont pas par rapport à l'objectif. Alors je ne dis pas que toutes les formations ne le font pas déjà, hein, bien évidemment. L'objectif, c'est d'améliorer ce travail. Donc, je crois que j'ai fini mon intervention. Jean-Louis, il est où? Je ne suis jamais très très loin. Merci Bernard. Effectivement, je vais faire un petit retour ici pour parler de ce qu'on a pu vivre au niveau de l'accompagnement à l'approche par compétences avec l'équipe des ingénieurs pédagogiques qui, depuis 2018-2019, accompagne les différentes équipes. On a un certain nombre d'indicateurs qu'on voulait vous partager. Il y a eu une enquête aussi auprès d'une première composante qui va se généraliser aux autres composantes. Donc j'ai sélectionné pour aujourd'hui 2 types d'indicateurs pour vous dire un peu que ces indicateurs, on les a mis en place dès le départ de l'accompagnement avec ce cadre méthodologique dont Bernard a parlé. Ce cadre théorique de l'APC, il nous semblait naturel d'aller le chercher dans les écrits de pédagogie universitaire et dans la recherche universitaire, notamment chez Jacques Tardif et puis chez Poumet et Georges. Et donc c'est des premiers indicateurs qui nous ont servi à accompagner les équipes enseignantes qui sont constituées, et d'abord les pilotes APC, on a appelé les pilotes APC, c'est-à-dire les personnes référencées dans chaque licence qui vont être un petit peu les chefs d'orchestre de la transformation en approche par compétences dans leur licence. Et puis je détaillerai quelques indicateurs donc relatifs, qui sont plus récents, qui datent de décembre 2023, relatifs aux transformations pédagogiques induites. On a parlé beaucoup de l'évaluation des compétences, des SAE, on a parlé voilà, dans cette matinée de tous ces éléments-là qui effectivement ont été questionnés et qui sont évidemment encore en progression, ce sont des indicateurs qu'on va suivre tout au long du temps. Excusez-moi. Donc premier indicateur, ou des indicateurs relatifs au cadre théorique de l'APC, vous retrouverez sans surprise que effectivement, le profil du diplômé, le référentiel de compétences sont des passages obligés dans la démarche de démarrage. Lynn Frangier nous disait ce matin, effectivement, il faut définir le profil du diplômé, ce qui va aider à une vision d'ensemble du programme et non plus dans une approche court qui est cloisonnée avec parfois des parois étanches entre les disciplines. Donc premier indicateur, eh bien, référentiel de compétences, la maquette a croisé avec ce référentiel de compétences. Et encore une fois, en licence, contrairement au BUT, nous avons travaillé à un accompagnement des équipes qui ont construit leur référentiel propre de formation, c'est-à-dire que des 19 mentions de licence de l'ESMB ont produit 19 référentiels de compétences, puis ont adossé leur maquette des 6 semestres de licence pour constituer ce qu'on appelle l'audit de formation, qui permet ensuite d'identifier les endroits où les compétences vont être évaluées de façon directe, ce que évoquait tout à l'heure Aurélie, ou de façon indirecte. Certaines unités d'apprentissage vont être des contributrices de ces compétences, mais il n'y aura pas forcément d'évaluation à cet endroit-là. Donc ces modalités d'évaluation, vous voyez qu'on a amené à déterminer effectivement la partie évaluation, c'est pour passer le cap de l'affichage. On ne fait pas d'approche par compétence une fois qu'on a fait un audit de formation, c'est-à-dire maquette plus référentiel. On peut dire que les étudiants vivent de l'approche par compétences à partir du moment où ils sont évalués en compétences, et d'où l'intervention, ce petit outil que Bernard a cité tout à l'heure, qui sont les fichus A, dans lesquels on va aider les équipes enseignantes à formaliser réellement qu'est-ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce que vous allez dire à vos étudiants, comment vous allez les évaluer. Donc vous avez ici un exemple de tableau d'une première licence qui est partie, entre guillemets, dans l'approche par compétences avec une sollicitation en mai 2019, et puis vraiment un démarrage de travail en équipe en juin 2019. Et alors voilà, on a d'autres tableaux qui montrent ici effectivement un degré d'avancement par rapport à toutes les étapes qui est effectivement pas à 100%, mais c'est normal puisque toutes les licences n'ont pas démarré au même moment. Ici, vous avez l'exemple d'une licence qui a effectivement démarré plus d'1 an après la première licence que je vous ai montrée. Autre type d'indicateurs qui sont effectivement maintenant plus actuels. Ça ne veut pas dire qu'on ne suit toujours pas notre tableau de bord d'avancée
des différentes licences, mais maintenant on peut effectivement se poser la question d'indicateurs plus liés à la transformation pédagogique, puis aussi à la satisfaction globale des enseignants. La satisfaction globale des étudiants, on commence à la mesurer aussi. On a des témoignages vidéo qui ne sont pas disponibles pour aujourd'hui, mais on pourra diffuser ça bientôt. En tout cas, les indicateurs ici qu'on a essayé de mettre en évidence dans l'enquête du mois de décembre auprès de la composante SEM, c'est l'acculturation des enseignants, la mobilisation des enseignants, la modification des pratiques, et puis finalement, quel est le jugement global corrélé avec les 3 premiers critères. Donc, je vous livre quelques résultats, parce que l'enquête est assez fournie, et je ne pourrais pas la détailler, mais quelques focus sur l'acculturation des enseignants. Eh bien, c'est un processus qui prend du temps, on l'a mesuré, par des enquêtes qui d'ailleurs questionnaient en 2022, par exemple, la transformation pédagogique, l'innovation pédagogique. On avait communiqué au congrès de l'AIPU 2022 sur ces aspects-là, où on montrait qu'il n'y avait pas forcément une acculturation qui était évidente. Les collègues enseignants ne connaissaient pas forcément l'APC. Donc ça prend du temps. On peut voir que, effectivement, encore pas mal d'enseignants et d'enseignants-chercheurs trouvent que leur connaissance vis-à-vis des arcanes de l'APC est très incomplète, voire un peu incomplète. Si on somme les deux premiers, ça fait plus de 58% à date de décembre 2023, qui considèrent encore qu'ils ne maîtrisent pas forcément la totalité des connaissances sur l'APC. Autre indicateur, la mobilisation des enseignants, elle est hétérogène et elle est, j'allais dire, progressive, et encore une fois, ça prend du temps aussi. Ce qu'on peut constater, c'est que finalement, peu d'enseignants ont participé réellement à la construction, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Aurélie, en disant finalement, si on attend que tout le monde parte, probablement il ne se passera rien. Il y a quelques équipes qui sont constituées autour des pilotes, parfois des équipes de 3 ou 4, parfois des équipes plus importantes, parfois c'est simplement 2 pilotes. Et donc on a encore une marge de progression par rapport à ça. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que, ce qui est plutôt d'ailleurs encourageant, c'est que finalement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'acculturation et le taux de connaissance vis-à-vis de l'APC, augmente quand même au fur et à mesure de la participation aux travaux. Donc ces participations aux travaux, elles ont un double objectif, évidemment de construire toute la méthodologie et la maquette et l'audit de formation, mais aussi quelque part, en construisant, eh bien, on maîtrise mieux les ressorts, les rouages de cette méthodologie qu'est l'APC. Au niveau de la modification des pratiques, qu'est-ce qu'on a pu constater? Alors c'est très hétérogène, elle est globalement faible, on a 42%, plus 35% qui nous disent plutôt non ou pas du tout, il n'y a pas eu de modification des pratiques avec nos étudiants. Ça s'entend aussi parce que les 19 mentions de licence sont parties, d'abord il y en a eu 4, puis un peu plus, etc. Et donc on arrive encore à un déploiement qui n'est pas complet sur les 3 années de licence pour l'ensemble des licences de l'ESMB. Donc c'est encore assez faible, le taux de transformation. Il n'est pas nul, il est surtout très hétérogène. On va constater que voilà les 9 mentions de licence qui ont été questionnées sur la composante en question. Et eh bien, le taux de transformation le plus important en termes de pratique pédagogique, j'entends par là modalité d'évaluation, j'entends par là activité pédagogique, tout ce qui peut être effectivement lié à l'approche par compétences qui a induit des modifications. Ça ne veut pas dire qu'il fallait forcément modifier, il y a notamment en termes de situations qui sont proches des SAE, on va dire des situations authentiques. Il existait déjà des situations de ce type-là, donc il n'y a pas forcément nécessité de transformer les activités pédagogiques, mais en tout cas l'évaluation, c'était une modification qui était quasiment obligatoire dans la mesure où il fallait afficher une note de compétence dans les unités d'enseignement. Donc on voit qu'au plus faible, on a 6% de transformation des pratiques pédagogiques, et au plus 36% pour une des licences, voilà, pour prendre les deux extrêmes. Si on en vient au jugement global des enseignants qui sont impliqués, enfin qui ont été questionnés, sachant qu'une grande part n'a pas du tout participé à la construction, on a vu 45%, mais le jugement global est intéressant. Il est effectivement aux 2 tiers négatif, si on additionne le jugement global vis-à-vis du déploiement de l'APC, il est plutôt négatif ou très négatif. Si on additionne les deux, ça fait 66%. Ça cache des disparités, et si on regarde un peu plus attentivement ces disparités, on va pouvoir se rendre compte que
l'évolution selon le type de licence est relativement corrélée, en tout cas pour les jugements les plus positifs, avec le taux de transformation. Alors, je ne sais pas dans quel sens fonctionne la corrélation, hein, mais il y a là un enjeu fort. On pourrait se dire qu'effectivement, la licence qui voit d'une façon très positive l'APC à 74%, est aussi celle qui a transformé le plus. Alors, je ne sais pas qui de la poule ou de l'œuf, vous voyez ce que je veux dire, hein, ils ont peut-être beaucoup transformé parce qu'ils étaient très convaincus au départ que l'APC était une modalité intéressante, ou à contrario, en rentrant, et ici on parle de la licence qui a démarré le plus tôt, hein, donc qui est le plus avancé dans la démarche, puisque maintenant la L3 est aussi évaluée par compétences. On pourrait aussi imaginer qu'en transformant pédagogiquement via cette méthodologie, eh bien, il y a une appropriation et non seulement une idée de positivité, enfin en tout cas une vision qui va vers une vision beaucoup plus positive de ce que peut amener l'approche par compétences, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants. On a parlé de changer des modalités d'évaluation. Par moment, changer les modalités d'évaluation pour un enseignant, ça le soulage. Évidemment, il ne faut pas rajouter des couches, mais en remettant tout à plat, on en enlève parfois pour faire quelque chose d'un peu plus signifiant pour les étudiants et à la fois pour l'enseignant qui se sent un peu plus valorisé dans son rôle j'allais dire, de garant de sa matière ou de garant de la progression des apprentissages et des compétences de ses étudiants. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. J'attends vos questions, si vous voulez, des précisions sur ces aspects déploiement et des indicateurs éventuellement. Merci, je ne me représente pas. Merci pour ta présentation et je suis content effectivement en particulier qu'on voit, c'était très attendu de voir en partie des éléments sur le questionnaire là, parce que beaucoup de collègues se sont effectivement bougés pour aller répondre au questionnaire. Donc voilà. Et précisément sur ça, il y a un élément duquel tu n'as pas parlé, donc c'est juste pour savoir si c'est un choix ou si c'est parce que c'était trop compliqué, c'est qu'il y avait aussi un champ libre dans le questionnaire où moi j'ai eu beaucoup de retours d'enseignants qui m'ont dit là, je me suis exprimé. Et voilà. Et du coup, est-ce que ça va donner à autre chose ou donner lieu à autre chose? Alors l'exploitation des champs libres, elle est toujours très intéressante parce que, pour tout te dire, on n'a pas pu terminer la totalité de l'analyse parce qu'en fait, on a beaucoup de données. Et il serait intéressant de corréler les préconisations ou parfois les expressions, les expressions un petit peu contestataires, mais il en faut aussi, hein, ça fait partie de la démarche, de la corréler avec le profil des répondants, au sens, on a notamment vis-à-vis de la connaissance et de l'acculturation par rapport à l'APC. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de prendre de la même façon une préconisation d'une réponse ouverte de quelqu'un qui n'est jamais venu, qui n'a jamais construit. On ne peut pas la prendre avec le même poids. Donc du coup, ce travail-là, il est assez compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de... Et bon, comme tu le sais, on n'a pas non plus notre seul... Enfin, on n'est pas des statisticiens, ce n'est pas notre seul travail. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on est en train de faire, notamment aussi de filtrer aussi, parce qu'il y avait sur la liste de diffusion de cette enquête plus de 600 noms d'enseignants et chargés de cours, etc., avec beaucoup de vacataires, etc. On a 141 répondants. Et il y a quelque part aussi un filtre à faire par rapport au nombre d'heures d'enseignement des personnes, parce que quelqu'un qui a 2 heures d'enseignement, parce qu'il n'a pas non plus le même poids dans sa vision, tout simplement, pas parce qu'il faut le négliger, hein, tout simplement parce qu'il n'a pas le recul et pas forcément les informations que tout le monde a. Et merci de ces questions, effectivement, c'est juste un extrait que je vous ai proposé. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux en ligne ou... Oui, par ici. Ouais. Bonjour Jean-Louis. C'est juste une remarque. Quand on travaille sur les maquettes, on travaille en équipe pédagogique, mais quelque part, les personnes qui maîtrisent le mieux les maquettes, ce sont souvent les responsables du diplôme. Et en fait, pour les autres, et ils ont tellement d'heures d'enseignement, etc., c'est pas un reproche, mais chacun, comme tu dis, voit sa matière et a du mal aussi à faire les liens avec les autres matières. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile de travailler ensemble. Y en a qui sont toujours pas convaincus, donc c'est vrai qu'on a choisi aussi de ne pas imposer à tous de passer en compétences. Et justement, ça doit se refléter dans les résultats aussi, parce que
Il y en a qui ne veulent pas changer, qui ne changeront pas, et puis c'est pas à nous de leur dire de changer. Après, ce qui serait intéressant, c'est de croiser avec le regard des étudiants. Qu'est-ce qu'ils en retirent? Est-ce que pour eux, ça change quelque chose? Et ça serait intéressant parce que ça peut aussi permettre d'aider les enseignants à changer. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de parler de l'accompagnement des étudiants. On parle de l'accompagnement des enseignants, mais le regard des étudiants aide aussi. Alors, merci de cette question parce qu'effectivement, alors il y a 2 points. Je vais commencer par les étudiants. On a effectivement au sein du département Apprendre commencé à solliciter la parole des étudiants, notamment par des interviews vidéo. Et donc les premières interviews sont faites déjà il y a 2 ans, hein, je dirais. Donc on commence à voir, mais on attend d'avoir, on a une licence pour l'instant, une deuxième où les étudiants ont suffisamment de recul, parce que c'est ça aussi, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Parfois un étudiant il arrive à l'université, puis il vit ce qu'il vit par ses étudiants, par ses enseignants, il ne sait pas qu'il en approche par compétence, ou en tout cas il ne sait pas que les étudiants à côté ne vivent pas la même chose forcément que lui. Et donc, on a questionné les étudiants. C'est assez impressionnant le regard qu'ils peuvent avoir sur ce qu'on leur fait vivre. Pas sur l'approche par compétence, parce qu'ils ne vont pas avoir un regard expert. Mais par contre, de dire ah ben maintenant, je suis évalué comme ça. Je vois du sens à ce qu'on me demande. Ça m'a fait progresser, même si c'est super exigeant. Certains ont bénéficié déjà d'un portfolio embryonnaire, en tout cas qui n'est pas l'outil industriel, mais certains disent ah bah, ça m'a donné du temps, de l'énergie de remplir mon portfolio, mais en fait au final j'ai trouvé des avantages et pour citer une anecdote, quelqu'un nous a dit j'ai réussi à trouver un stage cet été parce que j'ai montré mon portfolio et de tous les candidats qui se présentaient, j'ai pu extraire de mon portfolio des traces et des preuves de ce que j'avais travaillé dans ma structure. Alors c'est anecdotique, hein, voilà. Mais d'autres citent le fait que ça les a aidés à comprendre pourquoi ils n'avaient pas de bons résultats, le fait qu'on leur fasse ce retour-là sur le portfolio de façon assez individuelle, même si c'est un vrai enjeu pour les enseignants. Par rapport à ta question sur la mobilisation des enseignants, je dirais que, bien évidemment, c'est un processus qui est long. En fait, changer de paradigme, changer de pratique, l'être humain, il n'est pas fait pour ça au départ. En tout cas, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes de résistance qui sont d'ailleurs complètement intégrés chez tout le monde, et c'est bien comme ça. Et donc chacun avance à son rythme, mais je dirais qu'il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Simplement, il faut avoir je serais moins pessimiste que toi, hein, si tu dis certains partiront jamais, c'est pas le cas. Il faut que le déclic il arrive, la compréhension aussi, il faut qu'elle vienne du fait qu'il y a une acculturation, qu'il y a une compréhension, que d'écouter peut-être voilà, ce qui se dit autour, ça permet à soi-même de nourrir sa propre vision, et la vision elle évolue, elle ne switche pas d'un jour à l'autre, c'est pas du 0 ou du 1, c'est quelque chose qui est progressif. Donc moi je suis assez optimiste par rapport à ça, je vois le chemin qu'on a parcouru depuis 2019, c'est un chemin qui est considérable en termes de travail réalisé par les collègues enseignants, et que ça commence à porter ses fruits chez des étudiants qui vraiment commencent à vivre ça de façon assez intense. Je parle de la licence TAPS ou Infocom qui nous fera tout à l'heure un petit retour sur ces SAE, donc on pourrait vous profiter aussi pour poser des questions aux collègues d'Infocom qui va venir nous faire un retour d'expérience. Oui. Dans l'idéal, ce serait bien après, dans je ne sais combien d'années, je serai certainement à la retraite, mais d'évaluer tout en compétences parce que c'est hyper logique. Le problème actuellement, c'est qu'à l'issue de licence master, pour ceux qui postulent sur des bourses de thèse, eh ben, il y a des classements. Et là aussi, ça veut dire qu'il faut révolutionner à ce niveau-là. Et est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé, qui est discuté? Comment ça se passe? Parce qu'on ne peut pas dire aux étudiants que depuis la maternelle, on les évalue en compétences et qu'arrivé à un concours de recrutement, on regarde des compétences, mais on aimerait savoir s'ils ont été premier, deuxième ou troisième au classement. Alors on les évalue sur un oral, ça c'est bien. On peut évaluer directement, mais sur les observations dossiers, comment est-ce qu'on fait? Pareil pour les recrutements de maîtres de conf, etc. Comment est-ce qu'on fera pour recruter? Ça, c'est une question d'avenir, mais il faut quand même qu'on se la pose parce que ça permet aussi d'avoir un fil rouge quoi, tout au long de ça.
Ouais, je ne suis pas forcément compétent pour répondre, mais peut-être Bernard va pouvoir le dire. Vu de mon point de vue, de façon très, très brève, on n'est pas suffisamment encore avancé dans la PC pour que ça pose un problème, quel qu'il soit. Alors, la première dimension, c'est, étant donné la présentation de Lynn Frangé tout à l'heure, tout le monde va le faire. Donc, à un moment donné, le système va s'adapter à des profils qui arrivent d'une certaine manière. Si on était tout seul, bien sûr, ça sera questionnable. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde va le faire. Et l'approche par compétence, ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas des notes à des étudiants. Ça n'empêche pas un classement. Il y a déjà eu des ateliers où une compétence peut être acquise à minima et avec brio. Donc ça n'empêche pas de donner une note et ça n'empêche pas de donner un classement. Donc on pourrait tout à fait imaginer une formation où l'évaluation est en pure compétence. Ça ne posera pas de problème parce que d'autres le feront. Et donc les responsables de master, les futurs directeurs de thèse seront habitués à recevoir ce type de dossier. Et ça n'empêche pas d'être noté. On a 2 questions dans la salle et peut-être aussi à distance. Donc on va d'abord commencer par celle dans la salle et puis on voit déjà les étudiants qui se régalent de la petite pause. Juste après on fera une petite pause et puis on reprendra sur une démonstration, un exemple concret. Je laisse la question être posée. Bonjour, merci Jean-Louis pour ta présentation. Donc je suis responsable de licence, donc pilote APC pour une licence. Et je voulais intervenir sur l'implication des collègues enseignants. C'est très dur de les impliquer, hein, je pense qu'on le sait tous. Et c'est d'autant plus dur que, honnêtement, les règles changent, en fait. Et c'est ça qui est très compliqué. Voilà, je vais pas prendre je peux prendre des exemples, si vous voulez, sur les fichus A, par exemple. On a déjà fait le travail 2 fois. Je peux entendre qu'il y a des choses qui changent au fur et à mesure et qu'il faille refaire le travail. Mais on nous demande de le refaire une fois de plus. Et déjà, la dernière fois, c'était très compliqué de mobiliser les collègues. Et là, je vais pas y arriver, en fait. Je vais pas réussir à mobiliser les collègues. Et je vais pas réussir à faire le job tout seul non plus. Et je pense qu'on est beaucoup dans ces cas-là, sachant qu'en plus, on nous demande ça sur des échéances courtes et qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, Parcoursup, puis candidat, Campus France, enfin voilà, beaucoup de choses. Et donc, et pas que de l'enseignement, bien sûr. Et donc, en fait, ce qui est très dur, c'est... quand il faut faire une transformation dans l'enseignement ou une transformation d'une licence, il n'y a pas de problème, on rentre là-dedans. Mais ce qui est très difficile, c'est les allers-retours et les changements de paradigme ou les changements de consignes. Et ça donne raison aux gens qui n'ont pas envie de rentrer dans ces transformations-là. Ils disent « oh, on ne va pas le faire parce que ça va changer dans 6 mois ». Et en fait, ils ont eu raison, en fait. Et donc, c'est très compliqué de mobiliser les collègues là-dessus. Il faut que vous en ayez conscience. Oui. Alors moi, je mobilise personne. J'accompagne les gens à la transformation de là où ils sont jusqu'à là où ils veulent aller, enfin toute l'équipe d'ingénieurs pédagogiques. Et en fait, quand il y a des changements de directives politiques, en fait, on est ensemble, hein, je les suis comme vous, et avec des calendriers. Alors, ceci étant dit, le calendrier, là on est sur un point très technique et je vois à quoi tu fais allusion, c'est mon avis et je le partage, c'est que la saisie des modalités de contrôle des connaissances et des compétences dans la Métis est loin d'être aboutie encore. Hein. Si effectivement, ce que j'ai identifié moi de mon côté, c'est que pour voir les composantes de l'université, elles ne fonctionnent pas toutes de la même façon, et les calendriers qui sont donnés intra-composantes ne sont pas les mêmes, et parfois, ils ne sont pas en phase avec le calendrier de l'université au niveau central. Et donc là, clairement, pour moi, hein, c'est mon analyse, il y a clairement un trou dans la raquette dans les processus en termes de calendrier pour, effectivement, lorsqu'il y a des cadrages, des MCCC, des choses comme ça, parce que sinon, on ne peut pas travailler, quoi. Voilà. On a encore une question dans la salle. Je vais compléter la réponse. On en discutera cet après-midi justement de cet aspect, parce que c'est très intra-USMB pendant l'atelier numéro 1. Normalement, on a terminé avec ça. Donc, il n'y en aura plus d'autres. Donc, c'est la dernière étape. Il faut la franchir. On est en avance sur le programme et on a encore des questions dans la salle. Du coup, je passe le micro. Oui, bonjour, Laurent Vincent de l'IUT Lyon 1, Lyon 2 plutôt, excusez-moi. Oui, je voulais savoir, il y a eu des groupes de travail, donc du coup, avec une implication, création un peu d'équipes pédagogiques. Est-ce qu'il y a des enseignants-chercheurs qui, en participant à ces groupes de travail, se sont trouvés des intérêts communs en recherche
Alors j'avoue que j'ai pas l'information, mais ce que je peux dire de façon plus générale, c'est que les groupes ont été de tailles diverses, ça c'est une première chose. Parfois le groupe se résume à 2 personnes, parfois il y en a 19. Et c'est un vrai enjeu parce que l'habitude du travail collaboratif, c'est pas l'ADN forcément de l'université qu'on connaissait il y a 40 ans, voilà, ou même plus récemment. Et par contre, ce qu'on a pu constater, c'est que oui, quand, notamment dans nos accompagnements pédagogiques, on suscite une date pour que des gens d'un même département, d'une même formation se rencontrent, on s'est rendu compte que tout d'un coup, ils se mettent à discuter de plein d'autres choses qui sont parfois de la recherche, parfois un appel à projet, parfois des problématiques pédagogiques qui ne sont pas forcément tout à fait en lien avec ce qu'on avait prévu de faire. Et donc, on s'est rendu compte que oui, ça aide aussi à la communication entre les différents acteurs. Maintenant, des exemples spécifiques à la recherche, j'en ai pas, mais en tout cas, notre gros souci, enfin, c'est pas un souci d'ailleurs, mais c'est aussi une satisfaction de se dire, bon, on avait un ordre du jour, on va travailler sur tel sujet de notre référentiel de compétences aujourd'hui, et puis, parlant pédagogie, tout d'un coup, on va évoquer plein d'autres choses, et y compris des choses de labo par moment. Et finalement, on s'est dit, tiens, on a servi aussi à ce qu'ils se rendent compte, même si notre ordre du jour a été un peu bousculé. Et du coup, on pourrait presque envisager qu'il y ait parfois des changements dans l'organisation de la recherche, avec des recherches plus thématiques, plus orientées justement sur la manière dont évoluent les formations. Oui. Et du coup, ce qui bloque souvent finalement dans la transformation, c'est le côté recherche valorisée. Mais si la recherche change, finalement, peut-être que ça va accompagner. Ouais, là, je ne saurais pas répondre là-dessus. Par contre, ce qui est certain, c'est que tous les collègues enseignants-chercheurs, enfin, notamment enseignants-chercheurs, mais à l'USMB, je vais dire tous les personnels, sont extrêmement contraints par des tâches nombreuses et une semaine qui n'a que 7 jours. Donc c'est vrai que le temps de travail, la surcharge aussi cognitive, fait que c'est difficile de se rencontrer. La plus grosse, je disais aux ingénieurs pédagogiques il n'y a pas si longtemps, la plus grosse difficulté, c'est finalement de trouver une date dans la semaine pour faire se rencontrer les gens. Et pas dans la semaine qui suit, mais plutôt dans le mois qui suit. C'est déjà une complexité. Donc voilà, sur l'aspect recherche, oui, ça va probablement modifier la façon de penser de l'université si on arrive au bout de cette transformation-là. Mais pour l'instant, je n'en ai pas vu des impacts sur la recherche.